Donc je rappelle, le but c'est de reprendre un peu la vie du coup des entrepreneurs pour aujourd'hui. Donc où tout a commencé, où vous êtes né du coup, tout simplement. Ok. Eh ben, en classe. T'es né en classe? Non, mais non. Ah. Et on est. Ouais. Non, nous c'était en. En fait, ça a commencé déjà en classe, ouais, c'est ça, c'est marrant de dire ça. On était délégués et moi, la première fois que je l'ai remarqué, c'est quand elle a levé la main pour être déléguée. Ah, ok. C'est vraiment ça le concept. Tu m'avais remarqué avant, je crois. Oui. Donc voilà. Et pas forcément en rigoler. Ouais, au début on se prenait la tête en plus. Je voulais être meilleure que lui. Non, c'est déjà t'es un peu admiratif de moi, donc non, je déconne. Et du coup, donc ça a commencé là. Et c'est comme ça. Et on s'est dit, bon, on y va. C'était quoi comme type de discussion? Des poissons glacés avec sucre. Je sais trop café quoi. Moi je connais bien les infusions de thé, j'adore ça, j'ai tout bu. Et je me suis dit, là, si on part sur ça, je connais plein de choses. Et c'est vraiment partie de cette phrase. Okay. Ah, il y avait quand même la réflexion d'avoir. Vous n'êtes pas parti d'un problème et vous avez dit, bon, on va faire ça du coup. Ah non, que dalle. Non, on s'est dit, on va. Ouais, on s'est dit, on va créer. Pourquoi, c'était une question d'après, mais tant pis. Pourquoi, du coup, le secteur du thé? Eh ben, s'il n'est pas renouvelé. En fait, c'est toujours la même chose pour t'expliquer. Les marques ont 150 ans, c'est toujours le même produit, c'est les mêmes arômes, les fournisseurs sur donc Cuisine d'Aman, c'est les mêmes. Où il y a des références, c'est les mêmes fournisseurs. Enfin, c'est toujours la même chose. Quand on dit thé, les personnes disent non, j'aime pas le thé. Ou alors non, c'est une tasse de grand-mère. Non, j'aime pas la camomille. Quand même, et puis dans les années 50. Ouais. Et puis on peut faire des choses en même temps, en plus on se porte des trucs assez sympas quoi. Donc c'est pour ça. Ok. Et du coup, pour plus reprendre l'aspect de votre vie personnelle, quel genre d'enfance vous avez vécu? Et tout à l'heure, vous m'avez dit que ça n'a pas influencé le côté entrepreneurial, mais voilà, quel style d'enfance, comment vous avez vécu l'école, etc. Bah ouais, j'étais très très rigoureuse, je voulais être la meilleure à l'école, donc je voulais dépasser les autres. Donc voilà. Il y avait cet instinct de compétitivité quand même. Oui, j'ai toujours voulu avoir des très bonnes notes, même si j'en avais des mauvaises, évidemment, comme tout le monde, je n'avais jamais les lâcher en fait. Pour vous donner un ordre d'idée, j'avais des notes en maths 3 au collège, bon, j'ai fini avec 16 au bac. Voilà. Trop bien. Comme quoi. Ouais, c'est vrai. Ça va rien dire. Non, moi j'étais assez compétiteur aussi quand j'étais. Je sais qu'au lycée-collège, moi j'ai fait ma scolarité à Fénon. Et du coup, je sais que j'étais quand même assez sur mes notes, des choses comme ça. Je voulais faire les écoles de commerce et tout. Donc, du coup, moi j'étais pas fait suite Covid et plein de choses. Mais du coup, je sais que je suis assez comme ça aussi au niveau ambition entrepreneuriale, compétitivité, économie, tout simplement, ça me plaît. Donc, du coup, voilà. Ok. Ensuite, est-ce que du coup, peut-être pendant vos études, avant T-Shop, est-ce que vous avez déjà lancé un premier petit business, je ne sais pas, peu importe. Oui, je cherche. Depuis que je suis petite, je disais que je voulais vendre des vêtements. Alors, il y a eu la magnifique invention de Vinted. Ouais. Et j'ai investi le garage de vêtements. Et j'ai vendu pas mal. J'ai vendu jusqu'à 500 € de vêtements. Et c'était là actuellement ou plus jeune? Enfin, plus jeune. J'ai rencontré, déjà, c'était en plein essor de Vinted. J'ai récupéré les cartons d'Amazon et je mettais les vêtements dedans, je les renvoyais comme ça. Et toi, tu vas monter son garage, je me suis dit, waouh, c'est il y avait vraiment une étagère avec les vêtements pliés. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est, tu vois? J'ai des vêtements, et je me suis dit, bon, elle doit avoir un dressing comme tout le monde. Et quand j'étais petite, j'ai vendu des coquillages sur la plage. Sans TV, t'imagines? Illégalement. Voilà, trop bien. Trop bien. J'avais 6 ans. Mais du coup, voilà. Mais il y avait quand même, donc comme quoi, tu disais non. En fait, c'était pas dans ma tête, mais au final, c'était inné. Ça s'est développé, quoi. Ouais, c'est vrai. Et moi, c'était un peu des projets entrepreneuriaux que j'avais. Mais c'était une entreprise. Ouais, mais j'avais rien de concret, on va dire. Je faisais pas des supports sur Vinted, donc j'étais assez pauvre. Et du coup, c'est ça qu'on a fait ça après, quoi. C'est ce qui est concrétisé. Ok, trop bien. Et du coup, avec combien d'argent vous avez du coup créé T-Shop? 2 000 € chacun. 2 000 € chacun. Le capital social. On est parti avec 4 000 au total, et puis on y va. En fait, on les a coulés à la base parce que la première chose n'a pas fonctionné. Donc, il nous restait 500 €, et c'est avec 500 € qu'elle est restée. Et qu'on est descendu à 180. Et qu'on a remonté. Trop bien. C'est un peu des briefs. Ok. Mais du coup, bon, peut-être qu'on y reviendra après, mais comment vous avez investi du coup ces 4 000 €? Comment vous les avez structurés? Parce qu'il ne faut pas les balancer dans n'importe quoi. Non, mais nous, on n'a pas trop réfléchi, on a commandé des stocks. Ok, et on a vendu nos stocks. On s'est dit, dès qu'on a les stocks, on devient un peu grand.
Le stockage, c'est bon, on verra le reste. Puis, En fait, nous, ce qu'on voulait, c'était qu'en mode, tu sais, des fois, tu finances ta boîte et t'as pas de chiffre, et c'est juste un prévisionnel. On voulait prouver que ça marche. En fait, c'est un peu le côté américain que nous, on préfère, c'est-à-dire, ton business, il marche, mais en fait, tu viens de voir la personne, mais par contre, tu fais déjà de l'argent pour montrer que ça marche, en fait. Parce que juste un projet, ça veut rien dire. Enfin, nous, on fonctionne comme ça. Donc, je pense que c'est beaucoup mieux. Ouais, c'est pour ça. Enfin, c'est plus concret quand tu dis, je fais 30K à l'autre, et que sur tes 6 premiers mois, tu as fait 40 000 euros, et tu dis, bah ouais, j'ai fait 40 000 euros. Bah, j'ai quand même fait 40 000 euros, t'as pas fait juste un prévisionnel où je pense faire 40 000, je ne sais pas. Je l'ai fait. Trop bien. Qu'est-ce qui vous avez du coup aimé ce business du thé? Donc tout à l'heure on a vu voilà, les boissons de valeur, etc. Mais voilà, plus concrètement. Moi c'est d'associer tous les mélanges avec les fruits qu'on peut faire et faire changer aussi la vie qu'ont les gens sur le thé, faire aimer le thé. Ça, c'est ok. C'est vrai que c'est donner un coup de jeune. Ouais. C'est vrai que. Mettre un coup de pied dans la famille, clairement. Et puis le côté santé qui est cool aussi parce qu'il n'y a pas de sucre, il n'y a pas d'arôme et tout. Et nous, le plaisir aussi de vraiment démocratiser le thé glacé. C'est un truc qui n'est pas assez en France démocratisé. Et, enfin, on a eu une histoire du bubble tea qui pourrait de sucre et que du coup maintenant les gens ne veulent plus. Et du coup, en vrai, le thé glacé, c'est quand même un truc qui est extraordinaire, sans sucre et tout. Et les fleurs, des pétales d'hibiscus, on va avoir des framboises entières. Enfin, c'est un truc incroyable que si tu le connais, après quand tu le goûtes, t'adhères. Parce que même moi, j'adhère. Donc, du coup. Ouais, forcément, vous soyez les premiers corrects. C'est ça, exactement. Et un ancien de café, donc je sais. Ouais, et du coup, tu ne bois plus de café? J'en bois encore un peu, parce que j'aime quand même. Mais du coup, je suis passé quand même bien de thé. Parce que je sais que l'été, par exemple, je pourrais boire que du thé glacé. Là où à l'époque, je prenais du café, je bois que du thé glacé. Parce que j'ai le framboise, j'aime le pastèque, je trouve ça trop bon et que ça me fait plaisir. Et du coup, là, il y a combien de fruits, on a plusieurs fruits dans votre gamme? On a 4 références qui changent en fonction des saisons. Ok. Donc cet été, on va avoir du citron-montant, la framboise des Alpes, on va avoir la fraise au niveau d'ici. Enfin voilà, on a mélangé des super produits et ça fait des choses vraiment sympas. Ok. Et du coup, justement, votre argument phare, même sur votre description LinkedIn, c'est des vrais fruits et sans arôme artificiel. Mais du coup, moi j'ai une question. Quelle est la proportionnalité du thé sur le marché déjà avec les arômes artificiels? Est-ce que vous êtes vraiment les seuls ou il y en a beaucoup qui font ça? Il y a des marques qui font du thé bio avec pas d'arôme du tout et pas d'arôme artificiel, mais il n'y a pas de vrais morceaux de fruits, il n'y a pas de vrais morceaux de feuilles. C'est mixé. Tu as des marques, en GD par exemple, le sachet c'est mixé à l'intérieur, c'est de marmotte. C'est une bonne marque dans le sens où tu n'as pas d'arôme artificiel. Par contre, c'est la poudre en fait. Quand tu l'ouvres, c'est mixé. Et du coup, tu n'as pas la vraie feuille de thé, tu n'as pas le morceau de fruits. Donc, du coup, en termes de feuilles de thé entières, séchées, avec des morceaux de fruits coupés, on est les seuls. Ou alors, il va y avoir des infusions avec des vrais morceaux de fruits, mais en fait, c'est des fruits confits. Donc, c'est sucré. Et donc, vous, il y a vraiment le fruit. Oui, tu as le fruit, tu as la framboise coupée en deux. Et tu vois une framboise séchée. Quand tu l'arriveras, tu peux manger. Trop bien. C'est tout. Ok. Manger son thé. Ok. Et est-ce qu'il a destination uniquement pour faire du thé? Tu peux cuisiner avec. Parfait. Ok, trop bien. On a un restaurateur, l'hôtel de la Tour. L'hôtel de la Tour fait les poissons, cuit les poissons avec nos thés. Trop bien. Donc tu peux manger tes plats. Ouais, c'est ça, on peut réutiliser le thé, on peut infuser. Et puis vous allez faire peut-être un e-book ou même un livre avec ces recettes? Peut-être un jour. C'est une idée que, en plus, je ne sais plus qui nous avait déjà posé l'idée. Je pense que quand on arrivera un peu à dormir un peu plus et se poser, oui. Il y a plein de recettes. Mais il faudra un peu s'équiper en termes de staff, de monde et tout. Mais après, c'est un projet qui peut être fait après pour développer le côté culinaire, surtout qu'on a quand même fait un petit peu en partie. Donc, ça, on en fait. On a des recettes. Thé morito, c'est l'été. Cet été, on a un thé morito où tu mets du rhum dedans, tu fais une infusion d'eau pétillante, ça fait ton morito sans sucre. Enfin, on a des trucs assez sympas. Donc, oui. En vrai, ça serait un truc sympa. Ok. Du coup, quand vous dites vrais fruits, comment ça se passe du coup dans la production? Ils sont séchés. Ils sont séchés. Ok. Séchés et déshydratés. En fait, si on mettait du fruit normal, tu peux avoir la prolifération de verre ou des choses comme ça. Oui, ça fait beaucoup pourrir. Et du coup, ça peut vite pourrir. Et du coup, pour la conservation, parce qu'on a une date limite de consommation de 2 ans sur le produit, il faut quand même que pendant 2 ans, ça ne bouge pas. Et du coup, ça peut être que séché. Voilà. Si c'est pas séché, c'est impossible. Et du coup, absorber donc d'eau, donc lyophilisée en plus, ça permet en fait du coup d'avoir aucun développement en fait
même de verre ou des choses comme ça. Puis même le fruit frais dans l'eau, ça se désagrège complètement, ça n'a pas trop de goût. Donc quand il est séché, il garde sa saveur et du coup, quand tu mets de l'eau, il redégage sa saveur. Ok. Du coup, aujourd'hui, je sais que vous êtes beaucoup en grande surface, comme vous l'avez dit déjà, mais est-ce que vous allez prospecter dans d'autres métros également? Mais est-ce que vous avez, je sais pas, pas des caves, mais des endroits où on vend vraiment que du thé? On a des salons, enfin des épiceries fines, vrac, oui. Des salons de thé, oui. Du coup, on va le faire, mais bon, il faut qu'on développe une force commerciale pour le sac actuellement. C'est beaucoup plus compliqué. Il faut un commercial en fait qui gère les salons de thé et les hôteliers, les épiceries vrac tous les jours. Et du coup, nous, je sais qu'on n'a pas le temps de le faire, mais il faudrait qu'on fasse. Enfin, c'est un projet qui est en cours et on aura du e-commerce. C'est pas quelque chose qu'on va axer énormément, mais on veut quand même avoir une image, du coup, pour les gens qui sont sur Paris, qu'on n'y est pas encore, qui puissent commander nos thés, tout simplement aussi. Et que aussi, les gens qui sont en PACA, quand ils vont voir nos pubs sur Insta Web, ils ont le site vitrine et puis ils peuvent aller l'acheter en magasin ici. Donc, du coup, voilà, c'est vraiment le concept. C'est nos 2 axes de développement en plus. Quoi. Et proposer nos différents sur le site avec peut-être toute la gamme, des packs, des goodies, des choses qu'il n'y a pas en magasin. Donc, devenir à la fois un site e-commerce pour du B2C. Oui. Et aussi, du coup, développer du B2B. De nouveaux distributeurs. C'est ça. En fait, nous, on fait beaucoup de B2B aussi. C'est-à-dire qu'on touche le pro qui touche le client qui touche le pro, et ça se complète énormément. Ouais. Ok, super. Moi, je suis un peu pareil avec le vent sans alcool, du coup, mais donc c'est génial. Du coup, est-ce que dans la grande distribution, il faut déjà beaucoup de contacts pour rentrer dedans? Comment ça se passe pour rentrer dans la Maintenant, on a créé les contacts. C'est-à-dire que directement, on a attendu à sa fin, ça ne posera pas. Monsieur Debelle, il pourrait le dire, mais c'était ça. On ne connaissait pas, mais maintenant on connaît. Ouais. Le secrétaire m'a dit on voudrait voir Frédéric, qui est son prénom. On a dit qu'on a un petit peu bluffé, on a dit qu'on connaissait. Et du coup, elle nous a dit attendez, là, il rentre par là. Quand il est rentré, on fait bonjour, on ne se connaît pas, c'est l'occasion de se connaître. On a fait un thé, on a dit quelque chose, et puis en 6 jours, il y a eu le produit. C'est ça. Évidemment, après, ça a fonctionné. Et c'était le premier magasin. Ça a été le premier magasin de notre vie. Il n'y avait pas de code barre dans le produit, et il y avait une étiquette qui n'était pas du tout belle. On n'était pas sur un produit. Il n'y avait même pas une étiquette de derrière, rien. Sans code barre? Non, rien. Mais comment c'était possible de le mettre en vente? On les a collés à la main. C'était un peu. On a fait en ligne, et puis on l'a collé à la main, vite fait. Et du coup, on est revenu de loin. Donc après, on a vraiment beaucoup développé. On n'y est que depuis juillet 2023, donc c'est pas non plus très vieux. Ça fait même pas un an qu'on y est. Et du coup, ça fonctionne bien. Ok. Du coup, en 1 an, c'est quoi la progression? La progression, c'est qu'en juillet, on en avait 0, on en a une trentaine maintenant. Donc du coup, je pense qu'en 1 an, on peut en faire une 60aine. Après, le but, c'est de stabiliser, que ça tourne aussi. Ça sert à rien d'en ouvrir pour ne pas le suivre. Et finir à 500, ça sert à rien. Mais ce qui compte, c'est de bien stabiliser, d'avoir une très forte. Tu vois, je pense, moi, honnêtement, que si on travaille dans toute la région PACA, l'Occitanie, qu'on a eu et qu'on a Carrefour, on est capable de faire au moins 500, 600 000 euros. C'est largement. Il y a un intérêt dans la région, être connu et. On pourra largement les faire. Ok. Et oui, donc c'est vraiment un choix de rester. Au début, oui. Ouais. Pour les groupes directs, les transports, les choses comme ça, toutes ces choses-là, en fait, quand tu es dans la logistique de grande distribution, là, tu prends ta charge toi. Donc du coup, tu es obligé de calculer tes coûts de revient sur les produits, sur les transports, sur le mec qui va facturer l'essence avec un taux en fonction de la journée, sur plein de choses. Comment ça se passe? C'est eux qui gèrent et ils vous refacturent? Non, on n'a que des personnes externes. Donc nos commerciaux, c'est une agence externe. Il y a la facture. Nos animateurs, c'est externe, c'est un taux journalier. Donc c'est-à-dire que X jours, on fait 6 animations, ça va nous coûter 800 balles ou 1200 euros par jour. Donc ça va vite parce que c'est dans les 4 mêmes coups, c'est ça. Et les transports, c'est une entreprise familiale sur Vitrolles avec qui on travaille et qui nous livre tout le bassin méditerranéen. Ok. Voilà. Ok, trop bien. Du coup, vous avez des réseaux sociaux qu'on peut voir. Oui. On peut pas les voir directement, mais c'est pas grave. Mais ils sont là. Est-ce que vous avez déjà une stratégie de contenu? Et si vous en avez une, comment vous l'avez trouvée? Comment vous avez mis en accord justement il faut que je crée du contenu, je vends du thé. Comment voilà. Alors ça, c'était la première manière. Au début, je postais tout moi. Donc je prenais un peu ce qu'on faisait au quotidien. Et après, on s'est dit, il faut quand même un peu structurer. Donc, on a été aidé par une community manager qui nous a fait un peu la base, les vidéos, tout ça. Et maintenant, on a une trame où on explique un peu la marque, on va axer pourquoi on est différent. Et en même temps, il faut partager le quotidien de ce qu'on fait et donner un côté de qu'est-ce qu'on fait en fait. Il y a ça, et puis nous, LinkedIn, c'est énormément de démarchage. On fait que ça, c'est du B2B, c'est du B2B à 100%.
Je sais que ça nous a déjà ouvert des magasins, qu'il y a déjà des gens qui nous connaissent avant même qu'on arrive en magasin parce qu'on est sur LinkedIn. Enfin, on a une bonne strat, nous, sur LinkedIn, je pense. Oui. On fait entre 5 et 10 000 vues par post. Donc, du coup, je sais qu'on est. Nous, on est à 700 vues à peu près par semaine de nos profils, toutes les semaines. Donc, du coup, on a quand même pas mal de gens qui regardent nos profils. À force de poster telle information dans tel magasin, ça ouvre d'autres. Tu vois, je sais que le soir, en général, nous, chaque jour, il y a 100 personnes Carrefour qui regardent notre profil. Du coup, 100 personnes, t'as des mecs d'épicerie, t'as des directeurs, t'as des trucs. Et du coup, tu arrives en magasin, mais en fait, il y en a qui connaissent juste parce que, tu vois, Nîmes, ils nous connaissaient juste parce qu'ils nous avaient en fait sur LinkedIn. Oui, parce qu'après, on a essayé de connaître un peu les personnes un peu connues dans les clés, de poster les photos avec elles, et puis tout le monde a la photo, tout le monde a fait. Tu vois, on a fait une photo avec le numéro 2 et le numéro 3 de chez Carrefour Monde, du coup, qui était Alexandre de Palmas et Julien Manche. On a fait une photo avec le PDG de U France, c'est un projet événement. Et tu vois, on voit des gens qui, du coup, ils te poussent parce que, du coup, c'est des grands patrons du groupe et que, donc, du coup, évidemment, c'est... Non, mais c'est trop bien en plus qu'ils fassent ça, et puis ça montre aussi qu'ils croient en vous, qu'ils veulent pousser le projet. Exactement, c'est trop bien. C'est ça. C'était pas juste une photo. C'est une vraie photo. Non, c'est vraiment un peu de temps, quoi. Trop bien. C'est pour ça. Ok. Du coup, est-ce que, je pense pas, et puis vu l'avancée, je pense pas que ça va arriver, mais est-ce que vous avez déjà voulu tout lâcher? Est-ce que, enfin voilà, à un moment c'était trop, peut-être aux 180 €, je ne sais pas, mais non, du coup, voilà. On a déjà été stressé et énervé, mais de là à tout lâcher, non. Lâcher, non, parce qu'en fait, quand tu as un produit qui marche, que tu as des clients qui disent que c'est super bon, nous on a des retours clients qui nous disent, par exemple, papa, que je peux acheter des chocolats, j'ai acheté du thé. Ça, c'est bien. Donc, du coup, tu as des gens qui te remercient et qui te disent en mode continuez, on vous lâche pas et tout. Et tu revois ces ventes et ces clients qui, en fait, tu les recroises 3 mois après, ils continuent à t'acheter tes produits parce qu'ils y croient, qu'ils trouvent ça bon en plus et qu'ils se régalent. Enfin, tu peux pas lâcher. Quand tu as les directeurs, tu vois, qui fonctionnent, Quand on a des bons chiffres, fermés, c'est juste parce que c'est de la peur. Et puis en mode quand t'as des clients qui te suivent et que même si au début t'as pas fait de com, donc t'es pas connu, mais que t'as même dans un magasin sur 10 dégustations que tu fais, t'as les clients, ils trouvent ça au 9 super bon, et que sur les 9, t'en as 5 qui t'achètent régulièrement, en fait tu te dis c'est bon, il suffit que je fasse ça 50 fois et ça me fait 250 clients. C'est ça. Alors oui, au début c'est dur, au début il faut travailler en bénévole, mais bon, au bout d'un moment, ça paye quoi. Au début personne ne se paie, tu travailles tous les jours et nuit, et puis à un moment ça paie quoi. C'est ça le but. Comme tout. Ok. Alors, ça va être peut-être un peu compliqué du coup dans votre contexte à vous, mais comment vous voyez votre métier sans être chef d'entreprise, mais dans 50 ans? Ouais. Comment voilà, le marché du thé dans 50 ans, qu'est-ce que ça serait? Dans 50 ans c'est assez compliqué parce que moi je pense que le thé... Non, mais je pense que ça sera pas de la foot, ça sera même on reviendra sur des bases de thé classiques, des choses comme ça, parce que c'est des choses qui restent. Je pense que plus le temps va avancer, plus les gens vont vouloir du prix, mais ils vont vouloir aussi la qualité, c'est un truc indéniable, on le voit de plus en plus. Je pense que ça évoluera, c'est un secteur qui évoluera, il faudra qu'il évolue de toute manière. Je pense qu'il y aura des alternatives au thé, peut-être un thé qui, avec des boissons, tu auras peut-être des boissons au thé, des choses comme ça, qui évidemment viendront à naître, on va dire, parce que les gens voudront autre chose que infuser du thé. Tu auras des utilisations qui sont différentes, et nous on pense en tout cas chez Jean on pense que la diversification c'est ce qui fera notre différence aussi, et c'est pour ça qu'on veut absolument se diversifier et qu'on ne veut pas être avant-gardiste, mais qu'on veut avoir un axe de différenciation qui est différent des grands groupes et qui font que d'infuser. Après, l'essence même du produit du thé, ça ne pourra pas jamais être changé. La feuille de thé, c'est une feuille. Demain, on ne peut pas la transformer en autre chose qu'une feuille et qu'un fruit séché. Mais tu auras une utilisation qui sera différente, tu auras une méthode de consommer qui, je pense, pourra changer largement. Mais le produit à la base, c'est le même. Ok. Bon, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces réponses à ces questions de la deuxième partie.